Imaginez une petite fille de 5 ans marchant pieds nus dans la fournaise du désert. Ses pieds sont en sang. Elle pousse la porte du gang de motards le plus redoutable de la région. 93 ans la loi se fige. Elle n'est pas là par hasard. Le monstre qui a enfermé son grand frère n'est pas un criminel ordinaire. C'est l'homme censé les protéger, le shérif de la ville. Ce qui va suivre défie l'imagination. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car le dénouement de cette histoire va vous bouleverser. Avant de plonger dans ce récit, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous m'écoutez aujourd'hui. J'adore découvrir jusqu'où voyagent mes spectateurs. C'est parti. Le soleil de Ravenwood, en Arizona, ne se contentait pas de briller en cet après-midi d'été. Il calcinait tout sur son passage. Il martelait les routes d'asphalte fissurées avec une férocité implacable, transformant la poussière aride du désert en un immense brasier digne d'un lit de charbons ardents. L'air lui-même avait perdu sa nature originelle. Il n'était plus qu'une masse épaisse, brûlante et suffocante, une chape de plomb invisible qui écrasait la poitrine et mettait au défi le moindre souffle de vie. C'était l'un de ces jours de juillet d'une brutalité absolue, une journée où la nature elle-même semblait hostile, où même les prédateurs les plus endurcis du désert cherchaient désespérément le sanctuaire de l'ombre. L'horizon n'était plus qu'une ligne tremblotante, sauvagement déformée par les mirages et les vagues de chaleur meurtrière. Pourtant, au cœur de cette fournaise impitoyable, bravant un climat qui aurait terrassé des hommes adultes, une minuscule silhouette avançait, désespérément seule. C'était une enfant de 5 ans, si frêle, si petite qu'elle atteignait à peine la hauteur d'une boîte aux lettres abandonnée sur le bas-côté. Elle s'appelait Lily Carter. Elle portait une petite robe d'été jaune vif, un vêtement qui avait dû incarner l'insouciance et la joie de l'enfance, mais qui n'était plus désormais qu'un lambeau méconnaissable, trempé par une sueur d'épuisement et lourdement incrustée de la poussière âcre du désert. Ses 12 boucles brunes, privées de leur éclat naturel, étaient plaquées contre son front fiévreux. Son visage, d'une pâleur cadavérique sous la saleté, portait les stigmates profonds de larmes séchées, des sillons clairs tracés à travers le sable et la crasse. Mais l'horreur véritable, le détail qui figeait le cœur et coupait le souffle, c'étaient ses pieds. La petite Lily n'avait pas de chaussures. Elle venait de parcourir près de 5 kilomètres sur un bitume littéralement incandescent, la peau nue exposée à l'enfer de la route. Ses petits pieds étaient déchirés, meurtris jusqu'au sang par le gravier tranchant, la terre cuite à blanc et les arêtes acérées de l'asphalte éclatées. À chaque pas, sa chair rencontrait le feu direct de la chaussée. C'était une torture insoutenable, une agonie physique continue. Et à chaque fois qu'elle posait le pied, elle laissait derrière elle une infime, mais terrible, empreinte rouge. Une goutte de sang. C'était une traînée de souffrance absolue, une ligne ininterrompue de cris silencieux que l'immensité écrasante du désert avalait sans la moindre pitié. La douleur devait être bien au-delà du concevable. La déshydratation commençait très certainement à brouiller ses sens. Son corps chétif vacillait, prêt à s'effondrer sous le poids d'un effort surhumain. N'importe qui aurait cédé. N'importe qui se serait recroquevillé sur le sol brûlant en attendant simplement la fin. Mais Lily ne s'arrêtait pas. Sa démarche était mécanique, chancelante, mais habitée par une volonté de faire, une résilience d'une pureté absolue. Elle avançait aveuglément dans ce paysage de mort, le regard fixé droit devant elle, refusant catégoriquement d'abandonner, refusant de laisser cette terre brûler avoir le dernier mot. Si Lily ne s'effondrait pas, si elle refusait de céder à l'agonie insoutenable de ses pieds en sang, ce n'était nullement par un simple instinct de survie. Dans la logique pure et terrifiante de cette journée mortelle, n'importe quel enfant de son âge aurait dû se coucher à la maigre ombre d'un buisson épineux, fermer les yeux et abandonner la lutte. Mais Lily Carter ne marchait pas pour elle-même. La force insoupçonnée, presque surnaturelle, qui propulsait son petit corps meurtri toujours plus loin en avant portait un nom, Noah, son frère aîné. Contre sa poitrine palpitante, ses petits bras serraient un objet avec l'énergie absolue du désespoir. C'était un lapin en peluche miteux, délavé par les années, dont une oreille pendait tristement, à peine retenue par quelques fils effilochés. Ses yeux de plastique étaient rayés, ternes, usés par des milliers de confidences enfantines. Il s'appelait M. Button. Avant d'être son unique protecteur, il avait été celui de Noah. Elle l'étreignait avec une telle ferveur, une telle intensité paniquée, que le seul œil intact de la peluche s'imprimait douloureusement dans sa propre chair, laissant une petite marque circulaire, rouge et profonde, sur sa peau couverte de poussière. Ce n'était plus un simple jouet. C'était son talisman, sa seule ancre dans la réalité cauchemardesque qui menaçait de l'engloutir. À chaque pas enflammé sur le bitume tranchant, une litanie silencieuse tournait en boucle dans son esprit fiévreux, rythmant sa marche comme le battement lourd d'un tambour de guerre. Noah m'a donné M. Button. Noah a dit qu'il me garderait en sécurité.
Maintenant, c'est Noah qui a besoin de moi. Je dois trouver de l'aide. Cette certitude absolue repoussait les limites physiques de la biologie humaine. L'amour inconditionnel qu'elle portait à son frère devenait un bouclier illusoire mais puissant contre la mort elle-même. Elle savait, au plus profond de son âme d'enfant, que chaque seconde perdue scellait un peu plus le destin de Noah. Une ombre terrifiante planait sur lui, un danger si sombre, si indicible, qu'il avait poussé une fillette de 5 ans à traverser les flammes de l'enfer pour tenter de le sauver. Le temps ne se mesurait plus en minutes sous ce soleil de plomb, mais en pulsations erratiques de son petit cœur en empreintes sanglantes laissées sur la chaussée. Elle ignorait totalement le nom de sa destination. Son esprit n'avait conservé qu'une image fugace, aperçue des mois plus tôt depuis la banquette arrière-protectrice de la voiture de sa mère. C'était un vaste bâtiment sombre, délibérément en retrait de la route principale, encerclé de hautes grilles. Devant cette bâtisse, une ligne intimidante de motos reposait sous la lumière crue, tels des géants d'acier endormis n'attendant qu'une étincelle pour rugir. Elle se souvenait avec une clarté glaçante du frisson nerveux de sa mère en passant devant, de cette enseigne lugubre dont elle avait détourné le regard avec une précipitation angoissée. Elle se rappelait ce murmure tremblant, presque suppliant, qui avait suivi dans l'habitacle. « Ne regarde pas ces gens, mon bébé !» Mais ce jour-là, bravant l'interdit, Lily avait regardé. Elle avait gravé le chemin dans sa mémoire, captant l'aura de danger brut et de violence latente qui émanait de cet endroit. Et aujourd'hui, alors que son univers sécurisant venait de voler en éclats, que le mal absolu avait franchi le seuil de sa maison pour emporter Noah dans les ténèbres, cette violence latente était devenue son unique lueur d'espoir. Elle ne cherchait ni la police, ni la compassion des voisins. Elle marchait délibérément, à bout de force, vers le territoire sauvage des loups, car elle avait compris, avec la terrible et poignante clairvoyance des innocents brisés, que pour vaincre le monstre terrifiant qui détenait son frère, il lui fallait invoquer des monstres encore plus redoutables. Ses petites mains tremblantes se posèrent enfin sur le métal brûlant du lourd portail grillagé. C'était la frontière ultime, la ligne de démarcation entre le monde qu'elle connaissait et le territoire interdit. De toutes ses forces déclinantes, puisant dans une réserve d'énergie que seule la terreur absolue pouvait justifier, elle poussa la grille. Le grincement sinistre du métal résonna comme un avertissement dans l'air étouffant. Lily franchissait le seuil du repère des Rodsins, marchant délibérément vers le cauchemar que sa mère lui avait toujours ordonné de fuir. À l'intérieur, baigné dans la pénombre d'une pièce saturée par l'odeur âcre du cuir, du cambouis et du tabac froid, se tenait Marcusset. Ce n'était pas un homme que l'on regardait sans ressentir un frisson instinctif. À 44 ans, il portait le poids d'une vie de violence et de loyauté indéfectible. C'était un colosse, une montagne de muscles burinés par les épreuves, avec des mains couvertes de cicatrices épaisses et une barbe sombre où s'entrelaçaient des fils d'argent. Sur son dos large comme une armoire, le cuir élimé de son gilet arborait fièrement l'écusson de président du club. Les hommes qui l'entouraient ne l'appelaient pas simplement par son prénom. Pour eux, il était l'ours. Bear? Ce surnom ne venait pas seulement de sa carrure intimidante, bien qu'elle suffise à faire reculer la plupart des hommes. On l'appelait l'ours pour la manière féroce, presque primitive, dont il protégeait les siens. Marcus avait enterré des frères d'armes, tenu des mains ensanglantées sur l'asphalte brûlant de l'autoroute, pleuré dans le silence viril de ceux qui ont tout perdu. Un ours ne cherche pas la provocation gratuite. Il ne chasse pas le chaos. Mais si vous osez menacer sa famille, si vous touchez à un seul cheveu de ce qu'il aime, aucune porte blindée, aucun insigne officiel, aucune loi humaine ne pourra vous sauver de sa fureur. En ce mardi après-midi, l'atmosphère du repère était lourde et léthargique. Autour d'une longue table en bois massif, une douzaine de motards tatoués, au visage dur et impénétrable, trompaient l'ennui en jouant aux cartes ou en réparant des pièces de moteur. Le grincement de la porte d'entrée ne provoqua d'abord qu'une indifférence polie. Le vent du désert jouait souvent ce genre de tour. Mais soudain, l'un des géants du club se figea au milieu d'une partie, les sourcils froncés, et murmura le nom de son président avec une gravité soudaine. Marcus leva les yeux. Et là, dans l'encadrement de la porte, se tenait l'apparition la plus déchirante qu'il ait jamais vue. Une minuscule silhouette vacillante, couverte de crasse et de sueur, serrant une peluche mutilée contre son cœur. Le silence abattit instantanément sur la pièce, lourd et suffocant. Le contraste était d'une brutalité vertigineuse. D'un côté, une meute de hors-la-loi endurcie, forgeant leur existence dans le bruit et la fureur. De l'autre, l'innocence incarnée, brisée, laissant de faibles empreintes rouges sur le béton à chaque pas. Les yeux immenses de la petite fille, vitreux de fatigue, balayèrent cette assemblée de prédateurs sans ciller. Dans son regard sombre, il n'y avait pas la moindre once de terreur. Lily avait marché bien trop loin, elle avait enduré bien trop de souffrances pour qu'il lui reste la force d'avoir peur.
La traversée de cette immense pièce baignée de pénombre ressemblait à une marche irréelle, une procession macabre au cœur du repère. Sous les néons grésillants, chaque pas de la petite Lily résonnait dans un silence devenu absolu, presque religieux. Les rires grasses et têtus, les conversations s'étaient évaporées, les claires molettes étaient restées suspendues en l'air. Une quarantaine d'années cumulées de chevauchées sauvages, de bagarres de bar, de confrontations brutales et de séjours derrière les barreaux se trouvaient soudainement paralysés par la présence de cet enfant brisé. Elle avançait lentement, douloureusement. L'écho poisseux de sa chair à vivre se décollant du sol en béton rugueux était le seul son perceptible, laissant derrière elle ces minuscules empreintes écarlates qui marquaient son martyre. Ses yeux immenses, noyés dans un abîme d'épuisement et de fièvre, cherchaient une seule chose au milieu de cette mer de cuir, d'acier et de tatouages. Ils finirent par trouver l'homme qu'il lui fallait. Ils trouvèrent Marcus. Elle se dirigea vers lui avec la détermination aveugle d'un soldat à l'agonie accomplissant son ultime mission. Chaque mouvement lui coûtait une part de sa force vitale, chaque appui sur ses pieds nus et ensanglantés lui arrachait une douleur invisible qu'elle ravalait avec une maturité terrifiante. Arrivée à sa hauteur, la minuscule silhouette s'immobilisa enfin devant la montagne de muscles qu'était le président des Rodsins. Marcus, le souffle coupé, posa lentement sa tasse de café noir sur la lourde table en bois massif, n'osant esquisser le moindre geste brusque, terrifié à l'idée de briser ce petit être de porcelaine fêlée. Lily leva la tête. Son petit visage maculé de crasse, creusé par les larmes séchées, s'ancra dans le regard sombre et profond du colosse. Lorsqu'elle ouvrit la bouche, sa voix n'était plus qu'un murmure éraillé, une plainte rauque, râpeuse, littéralement brûlée par la poussière du désert et l'aridité de sa propre terreur. Mais chaque mot frappa l'assemblée avec la force d'une onde de choc dévastatrice. « S'il vous plaît, monsieur » supplia-t-elle, son souffle tremblant à peine audible dans la caverne silencieuse. « Mon grand frère Noah est enfermé dans une cave toute noire. Le méchant l'a pris. Personne ne veut nous aider, parce que le méchant, c'est le shérif. » À l'instant même où la dernière syllabe de cette révélation cauchemardesque franchit ses lèvres gercées, la corde invisible qui maintenait son petit corps droit finit par se rompre définitivement. Ses jambes frêles se dérobèrent sous elle, vidées de leur substance. Elle s'effondra en avant, comme une poupée de chiffon désarticulée. Avant même que ses genoux meurtris ne percutent le béton brutal du sol, Marcus plongea. Avec une agilité foudroyante qui démentait sa carrure massive, ce géant aux mains couturées de cicatrices la rattrapa en plein vol, la berçant contre le cuir épais de son gilet. Durant exactement 4 secondes, le temps sembla cesser d'exister dans le repère des Rodsins. 4 secondes d'un silence d'outre-tombe, lourd, suffocant. Ces hommes hors la loi, qui avaient regardé la mort en face, qui connaissaient viscéralement la lie de l'humanité et la cruauté impitoyable du monde, venaient d'être frappés en plein cœur par un effroi inédit. Ce n'était pas la peur physique qui les tétanisait, mais l'impact d'une injustice si monstrueuse qu'elle défiait l'entendement. Le shérif de la ville, l'homme censé incarner la loi, érigé en monstre intouchable aux yeux d'une enfant de 5 ans obligée de traverser l'enfer brûlant pour réclamer une justice que le système lui refusait. Dans l'esprit de chaque motard présent, l'enfer venait de geler, remplacé instantanément par une rage sourde, froide et d'une puissance absolument apocalyptique. Le corps inerte de la petite fille reposait maintenant sur le grand canapé en cuir craquelé du club. L'onde de stupeur qui avait initialement paralysé la pièce était dissipée en une fraction de seconde, balayée par une urgence viscérale et méthodique. Marcus, à genoux sur le sol froid, tenait la main minuscule de Lily dans ses vastes paumes calleuses. Elle s'y accrochait avec la force désespérée d'une noyée, refusant de lâcher son unique bouée de sauvetage. Derrière le bar, Doc Rivera, un ancien médecin urgentiste grisonnant qui recousait les membres du gang depuis plus de 15 ans, avait déjà déployé sa trousse de traumatologie de combat. Le diagnostic tomba dans un murmure lourd de conséquences, déshydratation sévère, épuisement extrême, mais surtout des brûlures au second degré sur la plante de ses 2 pieds, striées d'entailles profondes causées par l'asphalte impitoyable de l'Arizona. Pendant que le vieux médecin nettoyait doucement la chair à vif, provoquant de légers tressaillements chez l'enfant endormi, Marcus se pencha. Sa voix grave s'était adoucie au maximum, dépouillée de toute la rudesse du monde marginal qu'il habitait. « Depuis combien de temps ton frère est-il là-bas, ma gronde ?» avait-il demandé quelques minutes plus tôt, avant qu'elle ne sombre. Lily avait papillonné des paupières. 4 jours, avait-elle murmuré dans un souffle brisé. Maman a voulu appeler la police, mais la police, c'est lui, le shérif Kane. Il a dit que si elle parlait, il ferait encore plus de mal à Noah. À l'autre bout de la lourde table en bois, Cole, le vice-président du club, croisa le regard de Marcus. Ancien officier du renseignement militaire dont l'âme avait été fracturée par la guerre, Cole possédait un esprit froid, analytique et redoutablement précis.
Le shérif Robert Kane prononça-t-il, non pas comme une question, mais comme une effroyable sentence. Ce nom résonnait dans tout le comté. Kane n'était pas un simple flic de bourgade. C'était le visage rassurant de l'autorité, l'homme qui serrait la main du gouverneur, qui présidait les œuvres caritatives, l'incarnation même du citoyen modèle au sourire inébranlable et aux costumes impeccables. Le monstre parfait, caché en pleine lumière, totalement intouchable sous la protection de son insigne étoilé. L'homme le plus respecté et le plus puissant de Ravenwood séquestrait un enfant de 8 ans dans sa cave. Le silence revint, plus dense, infiniment plus dangereux. Un colosse surnommé Tiny, dont la seule masse musculaire ferait reculer n'importe quel bagarreur endurci, fixait les pansements ensanglantés de l'enfant, la voix tremblante d'une fureur difficilement contenue. Elle a marché 5 kilomètres, pieds nus, dans cette fournaise. Bert, elle n'a que 5 ans. À cet instant précis, quelque chose se fractura irrémédiablement dans la poitrine de Marcus Hay. Une digue séculaire de patience et de mise à l'écart venait de céder sous le poids d'une injustice intolérable. Il se releva lentement, dominant la pièce de toute sa stature imposante. Il balaya du regard les visages durs, balafrés et tatoués de ses frères d'armes. Dans leurs yeux sombres, il ne lut aucune hésitation, seulement le reflet glaçant de sa propre détermination martiale. Le temps des compromis était définitivement mort. « Appelez tout le monde », ordonna Marcus d'une voix basse, vibrant d'une autorité absolue. « Contactez tous les chapitres à moins de 2 heures de route. Chaque frère capable de monter en selle. » Cole avait déjà le téléphone collé à l'oreille. La machine de guerre des Rhodesiens se mettait en marche. Marcus saisit son lourd gilet de cuir, ajustant l'écusson sur son cœur. Kane s'apprête à découvrir ce qu'il en coûte de forcer une enfant de 5 ans à traverser l'enfer pour obtenir la justice que la loi lui refuse. L'appel n'avait duré que quelques secondes. Une poignée de mots jetés sur les ondes cellulaires, traversant les plaines arides et les vallées rocailleuses de l'Arizona. Un enfant a besoin de nous. Il n'y eut absolument aucune question en retour. Aucune demande d'explication ou de justification. Personne parmi eux n'invoqua un emploi du temps chargé, une urgence personnelle ou la distance écrasante à parcourir sous cette chaleur meurtrière. Dans l'univers strictement codifié de ces hommes et de ces femmes, cette phrase d'une simplicité désarmante constituait un serment sacré, un impératif absolu qui balayait instantanément toute autre considération terrestre. Moins d'une heure plus tard, le silence pesant du désert commença à se fracturer irrémédiablement. Cela débuta comme une vibration sourde, une pulsation lointaine à l'extrême lisière de l'audition, un frisson grave, presque animal, que l'on ressentait profondément dans la cage thoracique bien avant que les oreilles ne puissent véritablement l'identifier. Puis, ce murmure souterrain s'enfla. Il grandit, se multiplia, gagnant en puissance et en intensité à travers les kilomètres d'asphalte brûlant. Sur les immenses autoroutes inter-États comme sur les routes secondaires sinueuses et oubliées, une véritable armée se mettait en marche. C'était le réveil simultané d'une bête d'acier et de feu. Issus de 3 chapitres différents, dispersés sur un rayon de 2 heures de route à travers la fournaise, ils convergèrent vers un seul et même point de ralliement. Des moteurs bicylindres massifs rugirent à l'unisson, crachant leur fureur mécanique dans l'air suffocant de cet après-midi maudit. Des dizaines de motos lourdes, des machines de guerre rutilantes de chrome aveuglant ou noircies par les épreuves de la route, jaillies des parkings poussiéreux, des ateliers mécaniques plongés dans la pénombre et des bars isolés. Ils roulaient en formation serrée, les visages hermétiquement fermés, les regards impénétrables dissimulés derrière des lunettes sombres, les lourds gilets de cuir claquant furieusement sous les assauts du vent chaud. C'était une marée inexorable, un flot de métal sombre coulant vers Ravenwood. À mesure qu'ils approchaient des limites de cette ville endormie dans ses certitudes, les petits groupes isolés fusionnèrent avec une précision quasi militaire, une chorégraphie mortelle orchestrée par la fraternité. 2 par 2, flanc contre flanc, roue contre roue, ils formèrent une colonne vertébrale d'acier qui s'étirait majestueusement à perte de vue sur le bitume déformé par les mirages. 93 motos. 93 à marginal, ces parias souvent pointés du doigt par la société bien pensante, s'unissaient en une seule et unique entité d'une puissance redoutable. Le grondement sourd et continu de leurs échappements libres n'était plus un simple bruit de combustion. C'était un tonnerre ininterrompu, un roulement de tambour menaçant annonciateur d'une tempête vengeresse que rien ne pourrait dissiper. Le sol même se mit à trembler sous la violence de leur approche collective. L'air vibrait physiquement, saturé par l'odeur âcre de l'essence, du goudron surchauffé et de la sueur séchée. Cette procession improbable, cette armée de l'ombre surgie des mares oubliées de l'Amérique, marchait inexorablement vers la lumière aveuglante d'un quartier résidentiel aux pelouses parfaitement taillées. Il portait physiquement avec la rage légitime et muette d'une petite fille aux pieds en sang. Chaque coup de piston féroce,
Chaque accélération rageuse qui déchirait le silence de la vallée était une promesse indéfectible faite à l'innocence brisée. La tempête mécanique s'abattait sur la ville avec une force inéluctable, et rien, absolument rien, ni l'insigne doré d'un shérif corrompu, ni les portes blindées de l'hypocrisie, ne pourraient endiguer la vague implacable qui venait réclamer son dû. L'avenue Creston n'était pas conçue pour le chaos. C'était l'archétype même de la banlieue américaine parfaite, un sanctuaire d'illusions soigneusement entretenues où les drames du monde extérieur venaient s'échouer et mourir contre des clôtures blanches immaculées. Ici, l'herbe des pelouses affichait un vert presque insolent, artificiellement nourri par le balai incessant et rythmé des arroseurs automatiques qui projetaient leurs arcs d'eau cristalline sous le soleil cuisant de l'après-midi. Les allées étaient méticuleusement balayées, les façades des maisons spacieuses respiraient la respectabilité bourgeoise et la réussite. Et au cœur de cette toile de fond idyllique, solidement ancrée, trônait la vaste résidence du shérif Robert Kane, une forteresse de tranquillité bâtie sur des décennies de mensonges, d'abus de pouvoir et de corruption silencieuse. C'est ce tableau d'une normalité éclairante que la meute d'acier vint fracasser de plein fouet. Le tonnerre mécanique ne s'annonça pas timidement. Il s'abattit sur Creston Avenue avec la violence d'une onde de choc sismique. Les 93 motos engloutirent la rue, une coulée implacable de métal sombre et brûlant envahissant ce paradis artificiel. Le contraste visuel et sensoriel était d'une brutalité saisissante, presque surréaliste. Les lourdes cylindrées, crachant leur chaleur irradiante et l'odeur âcre de l'huile moteur et de la sueur, défilaient au ralenti devant les massifs de fleurs parfaitement alignés. Le rugissement collectif des échappements faisait littéralement trembler les vitres des salons cossus, un grondement si profond qu'il semblait émaner des entrailles même de la terre pour venir ébranler les fondations de cette hypocrisie. Le monde ordinaire s'arrêta net, figé par la terreur viscérale et l'incompréhension. Un facteur, sa lourde sacoche en cuir battant contre sa hanche, resta pétrifié au beau milieu du trottoir, incapable de faire le moindre geste, son souffle coupé. Derrière les volets à demi clos et les délicats rideaux de dentelle, des dizaines de pères d'yeux affolés scrutaient cette armée de parias tatoués qui profanait leur sanctuaire. Dans ce décor de carte postale, le son enjoué et mécanique d'un arroseur automatique paraissait soudainement absurde, dérisoire, presque comique face à la démonstration de force colossale qui se déployait inexorablement sur l'asphalte immaculé. Marcus ouvrait la marche, le dos droit, le visage fermé comme la porte d'un coffre-fort. Derrière lui, sans une seule parole échangée, sans un seul geste erratique, les 92 autres pilotes manœuvrèrent avec une précision chirurgicale, presque militaire. Ils se garèrent deux par deux, flanc contre flanc, formant une barricade infranchissable de cuir, de muscles et de chrome tout le long de la ligne de propriété du shérif. Puis, d'un seul mouvement, fluide et parfaitement coordonné, la véritable guerre psychologique commença. Ce ne fut pas par un cri de guerre. Ce ne fut pas par un coup de feu fondant l'air. Ce fut par un simple geste impérieux de la main droite de Marcus. Instantanément, 93 mains gantées tournèrent la clé de contact. 93 moteurs tonitruants s'éteignirent à la même seconde exacte. Le silence qui s'abattit alors sur Creston Avenue fut plus terrifiant, plus écrasant que le bruit le plus assourdissant du monde. Ce n'était absolument pas un silence de paix. C'était un vide lourd, dense, chargé d'une tension électrique prête à foudroyer l'atmosphère. Un silence de prédateurs suprêmes qui viennent d'encercler leur proie sans lui laisser la moindre issue. Dans cette immobilité soudaine, où l'on n'entendait plus que le cliquetis métallique des blocs moteurs brûlants qui refroidissaient sous le soleil implacable, l'air lui-même semblait avoir oublié comment circuler. Ces hommes et ces femmes ne brandissaient aucune arme visible, ne proféraient aucune menace verbale. Ils étaient simplement là, immobiles, massifs, formant un mur de témoignages indéfectibles. Ils attendaient, avec la patience glaçante de la certitude, que le monstre sorte de sa tanière dorée pour affronter la lumière crue de la vérité. Le lourd silence qui étouffait Creston Avenue ne fut brisé que par le bruit sec et mesuré des bottes de Marcus écrasant le gravier de l'allée immaculée. Il avançait seul, d'un pas lent mais inéluctable, incarnant à lui seul la colère contenue des 92 autres âmes figées dans son dos. Arrivé devant la porte d'entrée en chêne massif, encadrée de rosiers grimpants d'une obscène perfection, il ne frappa pas avec la fureur d'un justicier. Il toqua 3 fois. Des coups simples, fermes, définitifs. Le glas d'un empire corrompu. Le shérif Robert Kane n'était pas un homme que l'on intimidait facilement. Il avait passé 18 ans à naviguer dans les eaux troubles de la corruption, à étouffer des scandales et à briser des vies avec la conscience tranquille de ceux qui se croient au-dessus des lois. Lorsqu'il ouvrit la porte, vêtu d'un pantalon de toile beige et d'un polo blanc immaculé, un verre de limonade glacé à la main, il affichait ce sourire préfabriqué, cette chaleur artificielle qu'il réservait aux électeurs et aux caméras. Ce sourire d'une arrogance absolue dura très exactement 1 seconde. Puis, il vit la rue.
Il vit le mur de métal et de cuir. Il vit 93 témoins silencieux, immobiles, qui le fixaient sans la moindre once de peur. Et devant lui, ce colosse à la barbe poivre et sel dont le regard sombre ne trahissait aucune colère hystérique, mais quelque chose de bien plus terrifiant pour un homme de pouvoir, une certitude absolue. Marcus est, lâcha Kane, sa voix étonnamment stable. Il était doué pour ce jeu. Que signifie tout ce cirque devant chez moi? Tu sais parfaitement de quoi il s'agit. Robert, répondit Marcus, le ton si bas et si calme qu'il en était glacial. Il y a un petit garçon dans ta cave. Il s'appelle Noah Carter. Il a 8 ans, et il y est enfermé depuis 4 jours. La mâchoire du shérif se contracta imperceptiblement. Son assurance vacilla, mais l'instinct de survie de l'animal politique prit le dessus. C'est une accusation extrêmement grave, et tu ferais bien de peser tes mots avant de menacer un officier de... Sa petite sœur de 5 ans, le coupa Marcus, la voix tranchante comme une lame, a marché près de 5 kilomètres sous le soleil de l'Arizona, pieds nus, pour trouver de l'aide. Elle est dans mon club en ce moment même, avec des points de suture sous les talons et la peau brûlée. Elle nous a tout raconté, Robert, absolument tout. Derrière les yeux clairs du shérif, le mécanisme bien huilé de sa suprématie s'enraya brusquement. Le masque de respectabilité venait de se fissurer de part en part. Marcus avança d'un demi-pas, envahissant l'espace vital de Kane. « Tu as maintenant 2 options, reprit le président des Rhodsins. Soit tu ouvres toi-même la porte de cette cave, soit nous entamons cette discussion avec toutes les agences fédérales au-dessus de ton grade, pendant que 93 témoins observent la scène depuis la voie publique. » Kane chercha instinctivement une faille. Il scruta la rue, espérant y trouver une provocation, une arme brandie, un motif légal pour invoquer la légitime défense et appeler ses adjoints. Mais il n'y avait rien. Cole, adossé à sa moto, tenait un téléphone satellite collé à l'oreille, finalisant les appels déjà passés au FBI et à la police d'État. Ce n'était pas une vengeance de rue. C'était une exécution publique sous la lumière aveuglante de la vérité. Kane comprit alors que ses 18 années de règne venaient de s'évaporer en moins de 3 minutes. Ses épaules s'affaissèrent d'une fraction de millimètre. Le regard vide, la voix creuse d'un homme qui vient de tout perdre, il murmura simplement de le suivre à l'intérieur. La porte de la cave se referma lourdement derrière Marcus, avalant instantanément la lumière crue du jour. L'air changea du tout au tout. Une odeur rance, un mélange écœurant de renfermé, de terre humide et de désespoir stagnant, l'y prit immédiatement à la gorge. La descente sur les marches de bois grinçantes ressemblait à une plongée en apnée dans les abysses de la cruauté humaine. L'atmosphère était suffocante, presque claustrophobique, contrastant violemment avec l'immensité écrasante du désert que la petite Lily avait dû affronter. Ici, le monstre n'était pas la nature impitoyable, mais la noirceur calculée d'un homme censé représenter la loi. Au fond de cette obscurité poisseuse, là où les faibles rayons de l'unique soupirail couvert de crasse ne parvenaient même plus à survivre, Marcus distingua une forme recroquevillée. C'était Noah. Le garçon de 8 ans paraissait minuscule, avalé par les ombres d'un coin sordide. Il était assis à même le sol de béton froid, les poignets enserrés par de cruels colliers de serrage en plastique, solidement attachés à un lot pilier de soutien en acier. Le shérif Kane avait été d'une méticulosité glaçante. Les liens étaient suffisamment serrés pour marquer la chair tendre et anéantir tout espoir de fuite, mais juste assez lâche pour ne pas bloquer la circulation sanguine et éviter la nécrose. Un lit de camp pliant, un seau hygiénique et quelques bouteilles d'eau tiède complétaient cette scène d'horreur clinique. Le strict minimum pour maintenir un enfant en vie et maintenir le contrôle absolu grâce à un déni plausible. Lorsque la silhouette massive de Marcus émergea des ténèbres, Noah tressaillit violemment, s'enfonçant un peu plus contre le pilier de métal dans un vain réflexe de survie. Ses yeux, immenses et dilatés par la terreur, fixaient ce géant barbu vêtu de cuir comme s'il s'agissait du bourreau venant achever le travail. Marcus comprit immédiatement l'effet terrifiant de sa propre stature dans ce huis clos pressant. Avec une lenteur infinie, il posa un genou à terre, puis l'autre, se faisant aussi petit que sa carrure de colosse le permettait. Il garda ses mains larges et couturées de cicatrices bien en évidence, ouvertes, paume vers le ciel, dans un geste universel de non-agression. « Et, bonhomme !» murmura-t-il, la voix si douce, si profondément apaisante qu'elle détonnait totalement avec son apparence de hors-la-loi implacable. Ce n'était pas le ton artificiel et paternaliste d'un policier, mais la bienveillance brute d'un homme qui connaissait viscéralement la douleur et le trauma. « Je m'appelle Marcus. C'est ta petite sœur, Lily, qui m'envoie. » À l'entendre de ce prénom, le corps de Noah se figea d'une manière radicalement différente. La terreur pure laissa place à une incompréhension totale. « Lily »
souffla l'enfant, la voix brisée, râpeuse après 4 jours de silence forcé et de sanglots ravalés. « Oui » confirma Marcus, ancrant son regard dans celui du petit garçon pour lui transmettre sa propre force. « Elle a marché. Elle a marché très loin pour trouver de l'aide. Elle est en sécurité maintenant. Elle t'attend. Tu me laisses te sortir de là ?» Noah Carter fixa cet étranger providentiel. Ce guerrier de la route surgit des abysses de son cauchemar. « Elle a vraiment marché » balbutia Noah. « Presque 5 kilomètres, » répondit Marcus, la gorge soudainement nouée, pieds nus, sous le soleil. Cette simple phrase fut le coup de grâce de sa résistance. La carapace de survie que le garçon de 8 ans s'était forgée pour endurer la peur, la faim et l'obscurité vola en éclats. Noah s'effondra. Il se mit à pleurer, non pas avec la retenue d'un enfant qui craint d'irriter son ravisseur, mais avec la violence absolue, incontrôlable, d'une âme épuisée qui peut enfin déposer son fardeau écrasant. Marcus sortit son couteau de poche, trancha net les liens de plastique d'un geste d'une précision chirurgicale, et attira doucement le petit corps secoué de sanglots contre son tore de cuir. Il ne dit plus un mot. Il le tint fermement, l'entourant d'une forteresse impénétrable de muscles et de compassion, jusqu'à ce que les larmes de l'enfant commencent à tarir. L'air lourd de la cave céda soudainement la place à la clarté aveuglante et suffocante de l'après-midi. Lorsque Marcus franchit le seuil de la porte d'entrée, portant le petit corps frêle de Noah Carter fermement blotti contre sa poitrine, un phénomène insaisissable se produisit sur Creston Avenue. 92 hommes et femmes d'acier, des guerriers de la route qui avaient traversé les pires tempêtes de l'existence, qui portaient sur leur peau les stigmates de la guerre, de la pauvreté, des deuils et des trahisons, s'engluèrent dans un silence d'une nature radicalement nouvelle. Ce n'était plus le silence pesant, électrique et menaçant qui avait précédé la confrontation. C'était un silence sacré, le silence absolu d'une humanité restaurée, d'une blessure collective qui commençait enfin à cicatriser sous la lumière du soleil. Noah cligna des yeux, ébloui par la morsure de l'été arizonien. Le petit garçon de 8 ans, arraché aux ténèbres de sa prison souterraine, scruta cette marée humaine étouffante. Devant lui s'étalait un océan de gilets de cuir élimés, de motos rugissantes endormies, de visages burinés par les épreuves, de crânes rasés et de tatouages menaçants. N'importe quel enfant de son âge aurait dû être pétrifié par cette armée de parias. Mais Noah, encore tremblant contre le torse de son sauveur, ne vit aucune menace. Il leva doucement la tête vers la mâchoire carrée de Marcus, d'une petite voix hésitante, murmura « Est-ce que ce sont tes amis ?» Marcus resserra imperceptiblement son étreinte protectrice, son regard balayant fièrement ses troupes. « Ce sont tes amis aussi, Noah, » répondit le colosse d'une voix grave et veloutée. « Aujourd'hui, ils sont tous tes amis. » Presque au même instant, le hurlement strident des sirènes déchira la quiétude illusoire du quartier. 2 puissants véhicules d'intervention de la police d'État freinèrent brusquement au bout de la rue, bloquant toute issue de secours. Cole, adossé à sa machine, regarda sa montre avec un rictus de satisfaction froide. Le timing était chirurgical, d'une perfection toute militaire. L'ancien officier du renseignement avait calculé à la seconde près, accordé suffisamment de temps à Marcus pour sécuriser l'enfant, mais ne laissé aucune marge de manœuvre au shérif Kane pour orchestrer une échappatoire juridique ou rendre la situation explosive. L'opération de sauvetage était terminée. L'heure des comptes venait de sonner. Robert Kane franchit le seuil de sa propre maison, non plus en notable intouchable, mais les poignets lourdement entravés par des menottes d'acier. L'image était d'une ironie foudroyante. Il dut marcher le long de son allée immaculée, passer devant le drapeau américain qui flottait fièrement sur sa pelouse tondue au millimètre, sous le regard médusé et horrifié de ses voisins agglutinés aux fenêtres. Surtout, il dut traverser la haie d'honneur silencieuse et méprisante de 93 motards qui le toisaient de toute leur hauteur. Le masque de l'homme le plus respecté de Ravenwood, ce royaume de carton-pâte bâti sur les ossements de sa propre tromperie, venait de voler en éclats pour l'éternité. Il ne leva pas les yeux, le visage figé dans une défaite absolue. Marcus, lui, ne prit même pas la peine de regarder le monstre déchu s'éloigner vers la voiture de patrouille. Il avait déjà sorti son téléphone pour appeler le repère des Rhodsins. Une petite fille au courage incommensurable attendait de savoir si son sacrifice avait payé. Le retour au repère des Rhodsins ne se fit pas dans le rugissement triomphal des moteurs. Sur l'insistance catégorique du vieux Doc Rivera, soucieux de préserver ce qui restait de l'innocence de l'enfant, Noah fut transporté dans la cabine silencieuse et climatisée d'un pick-up. À l'intérieur du club, l'atmosphère était suspendue à un fil invisible, lourd d'une anticipation poignante. Sur le long canapé de cuir élimé, Lily attendait. Ses petits pieds lourdement bandés de gaze blanche reposaient sur un coussin, et M. Buton était farouchement serré sur ses genoux. Quelqu'un avait déniché un t-shirt propre, beaucoup trop grand pour elle, qui la faisait ressembler à un petit fantôme perdu dans ce repère de géants. «
Un verre de jus de pomme et quelques biscuits, posés sur la table basse, demeuraient intacts. Depuis 45 minutes, ses yeux immenses et sombres n'avaient pas quitté la lourde porte d'entrée. Elle était incapable d'avaler quoi que ce soit, son estomac noué par une angoisse que même la promesse formelle des motards ne pouvait totalement dissiper. Puis, le loquet métallique cliqueta. La porte pivota lourdement sur ses gonds, laissant entrer un rectangle de lumière dorée. Et là, clignant des yeux face à la pénombre familière du club, se tenait son frère. En vie, debout. Au début, Lily ne prononça pas un mot. Elle ne poussa aucun cri de soulagement. Elle se contenta de fixer l'apparition, pétrifiée, comme si son esprit d'enfant, martelé par 4 jours de terreur absolue, avait besoin d'un instant supplémentaire pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un énième mirage cruel du désert. Puis, le regard de Noah croisa le sien. Il murmura son prénom, une seule syllabe, brisée et tremblante. Avant même que Doc Rivera ne puisse esquisser un geste pour la retenir, Lily avait jailli du canapé. Oubliant la douleur fulgurante de ses brûlures au second degré, ignorant les pansements épais qui entravaient sa course, elle traversa la pièce à une vitesse désespérée. L'impact fut si violent qu'ils faillirent s'effondrer tous les deux sur le sol de béton. Noah l'attrapa au vol, refermant ses petits bras meurtris autour de la frêle silhouette de sa sœur. Et c'est à cet instant précis, enfouissant son visage maculé contre l'épaule de son frère aîné, que Lily Carter cessa d'être une guerrière. La digue de sa volonté surhumaine se rompit définitivement. Elle laissa enfin éclater sa peine. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses et mesurées d'une survivante focalisée sur sa mission, mais les sanglots convulsifs, déchirants et profonds d'une petite fille de 5 ans qui avait eu atrocement peur. Elle s'autorisait, pour la toute première fois depuis des jours, à déposer le fardeau écrasant de sa propre terreur. Noah pleurait avec elle, berçant sa cadette avec une tendresse infinie. Autour d'eux, une scène d'une pudeur bouleversante se jouait. Dans cette pièce remplie de marginaux endurcis, d'hommes de poigne habitués à la violence brute, aucun regard ne s'attarda sur les 2 enfants. C'était un respect silencieux, une décence instinctive face à une douleur trop intime. Marcus pivota lentement vers la fenêtre, fixant le parking poussiéreux pendant de longues minutes, la mâchoire atrocement crispée, les yeux anormalement brillants. L'immense Tiny s'éclipsa discrètement vers les toilettes, d'où il ne ressortirait pas avant un long moment. Cole, l'ancien militaire de marbre, franchit la porte pour s'isoler à l'extérieur. Lorsqu'elle parvint enfin à reprendre son souffle, Lily recula de quelques centimètres. Avec un sérieux d'une gravité absolue, elle leva la peluche mutilée vers le visage de son frère. « Je l'ai gardé en sécurité. Octate et elle, comme tu me l'avais dit. » Noah laissa échapper un petit rire humide et magnifique. Il prit doucement M. Button, l'installant sous son bras libre, avant de balayer la pièce du regard. S'adressant à ces montagnes de cuir avec la sincérité désarmante de l'enfance, il murmura « Merci d'avoir aidé ma sœur. » Marcus s'approcha, posant un genou à terre pour se mettre à leur hauteur. « Ta sœur n'a pas eu beaucoup besoin d'aide, petit, » corrigea le colosse d'une voix rauque chargée d'une admiration infinie. « Elle a fait la partie la plus dure toute seule. » L'onde de choc qui frappa Ravenwood dans les mois qui suivirent ne se limita pas au mur glacé d'un tribunal fédéral. L'enquête minutieuse exhuma des années de pourriture méticuleusement dissimulées sous des pelouses parfaitement tondues. Le shérif Robert Kane n'avait jamais agi seul. Il avait bâti un empire souterrain fait de silence complice, d'officiers détournant le regard et de dossiers judiciaires mystérieusement égarés. Son erreur fatale, celle qui avait précipité sa chute vertigineuse, fut son arrogance face au hasard. Sarah Carter, la mère des enfants, avait accidentellement photographié avec son téléphone un échange de pots de vin impliquant le shérif et un riche promoteur immobilier local. Acculé, terrifié par cette preuve numérique qui menaçait son royaume, Kane avait franchi la ligne de non-retour. Il avait enlevé Noah pour garantir le silence terrifié de Sarah. Mais sa véritable condamnation, bien plus cruelle que les décennies de prison ferme qui finirent par s'abattre sur lui, fut d'avoir été mis à genoux, devant la nation entière, par la volonté inébranlable d'une enfant de 5 ans. Pour la ville de Ravenwood, le véritable procès fut intime et silencieux. La communauté tout entière dut se regarder dans le miroir et se poser la question la plus douloureuse qui soit. Comment avions-nous pu laisser l'image d'un homme primé sur la vérité de ses actes? Combien de fois avions-nous collectivement choisi l'aveuglement volontaire simplement parce que regarder la réalité en face était trop inconfortable? Les Rhodesiens, de leur côté, ne cherchèrent jamais la lumière des projecteurs. Ils ne convoquèrent aucune conférence de presse grandiloquente et refusèrent catégoriquement de poser pour les caméras des chaînes d'information. Pour eux, le travail était accompli. Mais dans l'ombre, la véritable fraternité continua son œuvre. Ce que les journaux ne racontèrent jamais, c'est que l'imposant Tiny régla anonymement l'intégralité des frais médicaux de la famille.
Cole fit jouer ses anciens réseaux du renseignement pour fournir à Sarah Carter le cabinet d'avocats le plus redoutable de l'État. Et, dans le secret de leur repère enfumé, les motards organisèrent une collecte silencieuse entre plusieurs chapitres pour acheter à la famille Carter une nouvelle maison, très loin de l'Arizona. Un véritable sanctuaire où ils pourraient enfin se reconstruire à l'abri des ombres du passé. Lily Carter grandit. Elle grandit en sachant viscéralement que l'histoire de cette journée en enfer n'était pas un traumatisme qui devait dicter sa vie, mais la preuve irréfutable de sa propre puissance. Elle garda M. Button sur l'étagère de sa chambre pendant des années, le petit lapin borgne et recousu veillant sur elle avec la même loyauté qu'elle avait eue pour son frère. Noah, entouré d'amour et d'une sécurité retrouvée, guéri de ses blessures invisibles, prouvant l'extraordinaire résilience de l'esprit humain. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le véritable courage, c'est la décision absolue, inébranlable, que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre a infiniment plus d'importance que sa propre souffrance. Parfois, la justice ne porte pas d'insigne officiel cousu sur une chemise repassée. Elle gronde sur deux roues, vêtue de cuir élimé. Et parfois, la personne la plus redoutable, la plus invincible d'une pièce remplie de géants endurcis, est une petite fille en robe jaune, les pieds meurtris, qui refuse tout simplement d'abandonner tant qu'elle n'a pas trouvé de l'aide. Si cette histoire de résilience pure et de courage brut a résonné en vous, ne la gardez pas pour vous. Quelque part dans votre entourage, a peut-être besoin d'entendre que l'espoir et l'aide existent, même dans les situations qui semblent les plus désespérées. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez ce récit pour que nous puissions continuer ensemble à mettre en lumière la véritable, l'indestructible force de l'esprit humain.